Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter effectivement les résultats du premier axe de ma thèse, là, que j'ai terminée en décembre 2019, que j'ai fait à la fois dans l'équipe sous la direction de Julia Bonat et donc dans l'équipe Heidi Biostat sous la direction de Pascal Superlitaire et qui porte sur donc ce premier axe porte sur la prévalence de la leucémie myéloïde chronique en 2014 en France à partir des données du SNDS. Alors, oui, ça. Donc juste pareil, un petit rappel sur le contexte de ce qu'est la leucémie myéloïde chronique. C'est une hémopathie maligne rare, puisqu'on diagnostique environ un peu plus de 800 nouveaux cas par an en France, avec une prépondérance masculine et un âge médian au diagnostic autour de 61 ans. Et c'est une maladie qui est caractérisée par une anomalie cytogénétique qui est due en fait à une anomalie cytogénétique avec la formation d'un chromosome Philadelphie anormal qui conduit à la transcription d'un transcript fusion BCR-ADL qui va en fait activer la prolifération cellulaire et être vraiment à l'origine de la maladie. Et c'est une maladie qui évolue classiquement en 3 phases, une phase chronique plutôt asymptomatique, une phase accélérée et ensuite une phase qui conduit à une leucémie aiguë et au décès des patients. Donc le pronostic de cette maladie a été totalement révolutionné par en fait les premières thérapies ciblées. Maintenant on en parle beaucoup dans le cancer, mais c'était la première fois. Les inhibiteurs de tyrosine kinase au début des années 2000. Donc il y a actuellement 5 médicaments qui ont été développés. Le premier c'était l'imatinib, puis il y a eu le dasatinib, le nilotinib, le bosutinib et le ponatinib. Donc c'est des médicaments qui sont administrés en fait par voie orale et qui sont dispensés en pharmacie de ville. Et les patients sont suivis, donc pas en hospitalisation, mais par leur hématologue en consultation, et on quantifie le transcript fusion BCR-ABL. Et grâce à ces traitements, on a pu noter une amélioration très importante de la survie nette à 5 ans, qui est passée de 51% avant les années 2000 à 86% après. Et donc, la problématique de cette étude, c'est que donc on s'attendait à une augmentation de la prévalence de cette maladie rare, puisque d'une part, on avait cette diminution de la mortalité qui était associée à la maladie, et par ailleurs, de l'effet démographique avec le vieillissement de la population française. Donc cela amenait à une augmentation de cette prévalence. Et en fait, on avait assez peu d'informations. Par contre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Pourquoi ça avance tout seul. Donc en fait, voilà, on avait juste une étude rétrospective à l'initiation de l'étude qui retrouvait ce doublement de la prévalence. Et il y avait ensuite est apparue une étude sur la modélisation de la prévalence à partir, donc c'était vraiment une étude de modélisation et qui utilisait des données d'incidence sur le territoire français, mais pas sur tout le territoire français, des données démographiques et des données de mortalité. Et donc, nous, notre objectif de l'étude, c'était, alors peut-être que c'est plus loin que j'en parle, voilà, c'est de construire et d'utiliser les données du SNDS pour avoir des informations. Donc, pour construire un algorithme pour identifier ces patients à partir de leur consommation de soins dans le but d'estimer la prévalence de la maladie en France au 31 décembre 2014. Donc, en fait, dans cette étude, elle porte 4 étapes. Tout d'abord, l'extraction des données du SNDS, la construction de l'algorithme, la validation et ensuite l'estimation de la prévalence de la maladie. Donc, pour la première étape qui concerne l'extraction des données du SNDS, donc bien sûr, on a monté tout le dossier auprès, à l'époque de l'IDS, et Madame Edel nous avait beaucoup aidé, et à la CNIL, et on avait sélectionné donc tous les patients qui avaient potentiellement une LMC sur la période 2006-2014 au moyen des 3 critères suivants. Donc, la prise d'au moins un inhibiteur de tyrosine kinase. L'avantage, c'est que tous les patients LMC prennent ce type de traitement qui sont facilement identifiables dans le SNDS pendant plusieurs années. L'inconvénient, ces traitements peuvent être indiqués dans d'autres pathologies, comme les leucémies aiguës lymphoblastiques Phi positifs et des tumeurs stromales gastro-intestinales. Donc, ou bien, si ces patients présentaient un diagnostic d'hospitalisation qui soit principal, relié ou associé avec un code
spécifique de la LMC, le code C92.1. Donc l'avantage, c'est que théoriquement, c'est un code totalement spécifique de la maladie. Par contre, l'inconvénient, c'est que les patients ne sont pas nécessairement hospitalisés et que par ailleurs, les erreurs de codage sont possibles, et j'en reparlerai plus tard. Et enfin, on avait pris un troisième critère qui était la prise à 100% au titre de l'ALD. Voilà. Alors, donc, il existe un code. Malheureusement, son gros inconvénient, c'est qu'il n'est que sur 3 digits. Et ça, c'est vraiment dommage pour certaines pathologies. Et donc, voilà, il n'est malheureusement pas spécifique de la LMC, mais on avait choisi de prendre quand même ce critère de sélection aussi. Voilà. Donc, en fait, ensuite, une fois qu'on a récupéré les données, on a décidé de construire l'algorithme. Mais comme aucun des critères que nous avions n'était ni totalement spécifique, ni totalement sensible pour la maladie, on a décidé de repartir à l'échelle individuelle pour pouvoir s'aider dans la construction d'algorithmes. Et en fait, j'ai créé des fiches patients sous le logiciel SAS. Et on a tiré au sort 200 fiches patients qui ont été lues par 2 experts hématologues qui étaient depuis le début intégrés au travail. Alors, je vais vous montrer parce que finalement, je trouve que c'est probablement l'intérêt important de mon travail, en fait. C'est finalement de revenir à l'échelle patient. Donc là, bien sûr, ce sont des données fictives. Mais en gros, les hématologues pouvaient lire, en fait, toutes les informations intéressantes sur les ALD, l'ALD que le patient avait pu recevoir, tous ces diagnostics de validation sur la période, les traitements en rapport avec une pathologie oncohématologique et les consultations médicales avec d'autres spécialistes, notamment par exemple les tumeurs stromales gastro-intestinales peuvent avoir été vues par un gastroentérologue, etc., ou par des hématologues qui théoriquement sont les médecins qui traitent cette pathologie de la LMC. Et donc ensuite, à partir de les 2 hématologues experts ont relu ces 200 fiches et à partir de les raisons pour lesquelles me disaient qu'il s'agit d'une LMC ou pas, j'ai formalisé leur raisonnement sous la forme de l'algorithme suivant. Donc les patients avaient une LMC si on avait au moins le renforcement d'un ITK indiqué dans la LMC. Donc soit un seul s'il y avait un diagnostic d'hospitalisation pour LMC qui était associé, soit au moins 2 mois de traitement, et pas de diagnostic différentiel de maladie pour lesquelles l'ITK était indiqué. Donc je vous montrerai après les maladies en question. Donc en fait, ça fait un algorithme qui est assez complexe. Voilà, donc ici on a, donc sur la partie gauche, on a tous les patients qui ont au moins un remboursement d'un ITK. Et ensuite après, donc j'ai exclu les maladies, les diagnostics différentiels. Donc ça impliquait de créer un petit peu des sous-algorithmes pour identifier ces diagnostics différentiels afin de retirer ces diagnostics différentiels de la liste. Et on voit sur la partie à droite, finalement, donc il y a un gros paquet de patients, il y a 46 760 patients sur les 68 000 sélectionnés. Alors ça correspondait principalement à l'ALD qui n'est pas du tout spécifique, c'est 92. Et ça correspondait aussi à des patients qui avaient un diagnostic ou plusieurs d'hospitalisation pour LMC et absolument pas de traitement de la LMC sur la période de suivi 2006-2014. Voilà. Et par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que sur à peu près, donc au final, on a lu 300 fiches et il y avait à peu près 42% des patients qui avaient un diagnostic d'hospitalisation à l'MC sans pour autant être à la vue de toutes leurs fiches patients avec toutes les données, sans pour autant être considérés par les hématologues comme ayant une LMC. Ce qui nous a fait dire qu'il fallait se méfier de ces erreurs de codage des pathologies hématologiques, en tout cas celles que nous on a pu voir. Tout simplement parce que LMC, voilà, c'est leucémie myéloïde chronique, il y a les leucémies lymphoïdes chroniques, il y a les LMLC, les leucémies myélomonocytaires chroniques, etc. Donc c'est assez complexe en fait. Donc ensuite, au niveau de la troisième étape, on a validé l'algorithme. Donc on a fait une étape de validation interne. On a donc tiré au sort 100 nouvelles fiches. Donc voilà, on a regardé si l'algorithme concordait avec l'avis des hématologues. Ça, en fait, ça voulait simplement dire que j'avais à peu près correctement formalisé ce à quoi pensaient les hématologues, voilà, leur diagnostic.
Et ensuite, on a fait une validation externe, donc avec les données des registres. Alors par contre, je dois dire que ce n'est pas une validation totale, puisqu'on n'a pas relié les cas individuels, en fait, avec les registres. Tout d'abord, on n'avait pas l'autorisation et on n'avait, à vrai dire, pas demandé pour le faire. Voilà, parce que, il aurait fallu faire un appariement probabiliste, mais à l'époque, on ne s'était pas lancé là-dedans. Et donc, en fait, on a simplement fait une comparaison du nombre de cas, donc du nombre de cas de LMC incidents, donc les nouveaux cas de LMC, identifiés dans 18 départements couverts par un registre de cancer sur la France, au nombre de cas LMC incidents, entre guillemets, identifiés par notre algorithme et résidant l'année de leur diagnostic dans ces mêmes 18 départements. Donc là, j'ai mis des guillemets parce que nous, on n'a pas une vraie date de diagnostic, puisqu'on n'a pas les données ANAPAS, etc. Donc, ce qu'on a considéré comme la date de diagnostic de LMC dans le SNDS, c'était la date la plus antérieure parmi soit la première date de prescription d'ITK ou d'IDREA, qui est un des traitements qui peut être donné au début de la LMC, ou la date de début d'ALD pour le sémimyéloïde, ou la première date d'hospitalisation pour le sémimyéloïde chronique. Voilà. Et donc, au niveau des résultats de la validation interne, donc on avait concordé à 96% en fait des cas, avec donc un cas qui était considéré par les hématologues comme n'étant pas une LMC, considéré par notre algorithme comme étant une LMC, et inversement 3 cas dans l'autre sens. Et au niveau de la validation externe, donc en 2014, sur les 18 départements qui étaient couverts par un registre de cancer, il y avait donc 150 cas incidents de LMC, là où nous en avons trouvé, donc sur ce même département, 162 cas incidents. Ça correspondait à une surestimation de l'ordre de 8% par notre algorithme sur les cas incidents. Donc ensuite, une fois qu'on avait fait cette étape de validation, on a estimé la prévalence de la maladie. Donc on partait de 68 000 individus identifiés par ces 3 critères de sélection. On retirait donc tous les patients qui n'avaient aucun remboursement d'ITK, parce que vraiment, c'est un traitement qui est donné vraiment pendant au moins 5 ans à tout le monde, et encore, ça fait pas très longtemps qu'on commence à arrêter les traitements. Voilà, et ensuite, après, on a éliminé les tumeurs stromales intestinales, les leucémies aiguës lymphoblastiques, tout ça à partir des codes d'hospitalisation et des autres médicaments spécifiques ou des autres ALD. Voilà. Et à la fin, donc on aboutissait à 13 580 patients, en retirant les patients qui étaient décédés avant le 31 décembre 2014 et ceux qui n'avaient absolument aucun remboursement de soins de santé pour l'année 2014, donc ils pouvaient être des personnes qui soient parties à l'étranger entre-temps. On a considéré qu'en France, on avait 10 789 patients prévalents pour une LMC au 31 décembre 2014. Donc voilà, donc l'âge médian de la population prévalente était de 63 ans. On retrouvait la prépondérance masculine et on aboutissait à une prévalence totale brute de 16,3 pour 100 000 habitants. Et donc voilà, en analyse de sensibilité, en fait, en partant de l'hypothèse que la prévalence et l'incidence sont proportionnelles sous certaines conditions, on a corrigé notre estimation, sachant qu'on avait peut-être une surestimation de 8% des données d'incidence. On aboutissait à une valeur un peu plus basse de la prévalence totale brute de la LMC, de 15,1 pour 100 000. Voilà. Et donc, comme on a des données au niveau de chaque département de résidence, enfin, on a la donnée du département de résidence des patients au moment de, voilà, en 2014, on a pu établir un taux départemental de prévalence à la fois brut et standardisé sur la France. Et en fait, on s'est rendu compte que ce taux variait entre 9 et 21 patients pour 100 000 habitants. Voilà, donc une des limites de l'étude, comme je l'ai dit, d'une part, on n'a pas pu retourner au dossier pour valider les cas. C'est un peu le principe du SNDS. Donc par ailleurs, notre validation externe n'est pas une validation avec un appariement du coup des données des registres. Voilà, on a quand même noté, et c'est important on pense qu'il y a quand même des erreurs de codage des pathologies hématologiques dans le PMSI, ce qui nous a conduit à baser notre algorithme principalement sur les traitements, plus que
plus que uniquement sur le code PMSI. Et ensuite, comme limite, on peut dire que c'est un algorithme qui est complexe et qui va dépendre du parcours de soins, notamment des indications des inhibiteurs de tyrosine kinase, etc. Donc, même si on l'a bien validé en 2014, voilà, il peut évoluer au cours du temps et il faudrait peut-être le modifier si on voulait le réutiliser plus tard. Et l'essence de l'étude, donc tout d'abord, c'est le gros travail de validation d'algorithmes, à la fois par une validation interne, par deux experts, et une validation externe par comparaison aux donc l'avantage, comme toutes les données du SNDS, c'est qu'on peut obtenir des estimations sur les territoires, sur la France entière, avec des estimations au niveau local possible. Et donc bien sûr, les utilisations possibles de l'algorithme sont importantes en épidémio, en économie de la santé et en pharmacoépidémiologie. Et donc voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est vraiment le côté retour à la fiche patient qui me semble intéressante et vraiment très utile quand on peut essayer de bien caractériser une population. Voilà, je crois que j'en suis au remerciement, donc je ne sais pas si c'était assez vite ou trop vite ou pas assez. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, je remercie mes directrices de thèse et les financeurs du projet et toutes les personnes qui ont aidé à la collection des données. Et donc voilà, on a publié cet article en 2018. Merci Stéphanie. On a le temps pour plusieurs questions. Alors, le temps qu'elle s'affiche, je vais commencer. Donc, tu as bien montré l'intérêt de la validation interne par des experts. Je voulais savoir si en pratique, vous aviez eu des difficultés pour les recruter. Écoute, non, pas du tout. En fait, j'ai eu de la chance. La première, Pascale Conima-Cool, elle m'avait été conseillée, je pense, par Alain Monroe, qui est qui est président de Francim, en fait, mais qui était à l'époque, je ne crois pas encore président. Et donc, il la connaissait, et en fait, elle avait été emballée par le projet. Elle s'intéressait à la pharmacoépidémiologie, etc. Elle est hématologue à Annecy, très, très impliquée dans la MC. Et ensuite, Agnès Garcy, c'était par Eric Solari, qui travaille à l'IGR, mais vraiment, elles ont été géniales et c'était une des parties les plus agréables du travail, je pense, c'était de collaborer avec elles. Et en plus, c'est pas, l'histoire des fiches, c'est pas très compliqué, je pense, pour quelqu'un qui connaît bien la pathologie, et puis même pour moi maintenant que je connais mieux la pathologie. Vraiment, je pense qu'il faut essayer de faire au maximum ce travail de validation de l'algorithme. Mais non, j'ai pas eu de problème pour avoir les experts. Mais peut-être aussi parce que je travaille dans le milieu hospitalier, du coup, c'est peut-être plus simple. Mais voilà. D'accord, merci. Alors, une question de Jean Bouillet. Il semble y avoir une assez forte variation géographique par département. A-t-on des hypothèses? Ça, c'est la grande question qui m'a été posée. Alors déjà, on travaille sur la prévalence. Alors, je peux peut-être montrer. Donc, nous, on a une estimation de la prévalence qui n'est pas forcément celle de l'incidence, en fait, parce que je ne sais pas si ça donnerait la même chose si on s'intéressait à l'incidence et que, voilà, la prévalence, elle dépend de là où les gens vivent, là où ils sont, là où ils vivent, ça c'est sûr, parce que c'est le département de résidence où ils habitent. Alors après, Philippe, me disait que parfois il y avait certaines caractéristiques. Local, de données, de remontée des données. Je crois qu'avec l'Alsace, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, normalement, toutes les données, les médicaments, ils sont remontés de la même façon. Les hospitalisations aussi. Donc, mis à part je vois pas d'explication tellement liée aux données. Après, au niveau au niveau de la prévalence, en fait, c'est un mélange en fait de l'incidence et puis de comment les gens vivent, et peut-être est-ce qu'ils vivent plus longtemps, et donc la prévalence est plus élevée aussi dans certaines régions où la prise en charge est meilleure. Je ne sais pas, je pense que si on voulait avoir une idée plus sur en fait, par exemple, sur l'incidence et donc sur, par exemple, l'exposition à des facteurs environnementaux, etc., je pense qu'il faudrait peut-être plus s'intéresser à l'incidence, pour le coup. Je pense que je suis pas sûre que ce soit, ça semble différent après,
je n'ai pas utilisé non plus des méthodes, enfin, il y a des taux bruts et des taux standardisés. Je sais qu'il doit être possible, si on s'intéresse peut-être plus à l'incidence, d'utiliser des méthodes un peu plus poussées au niveau statistique pour prendre en compte ces différences, non pas au niveau départemental, mais peut-être un peu plus au niveau plus local. Voilà, désolée, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question. Alors du coup, tu as répondu aussi à la question de Raphaël. Oui, l'accès au traitement, on peut expliquer en partie ces différences. Et Lamia voulait une précision sur comment tu as établi les fiches à partir du SNDS ou de données de l'IGR. Non, pas du tout des données d'IGR à partir des données de l'IGR. J'ai aucunement utilisé des données d'IGR que j'avais pas. C'est vraiment les données qu'on a eues, voilà, pour lesquelles nous avions. Enfin, c'était les données du SNDS en fait. Hein, donc, on peut avoir en fait, ces fiches. Pardon, du coup, c'est que tu as tiré au sort 200 patients parmi les milliers que tu avais et tu as établi et tu les as transformés en quelque sorte en cahier d'observation, quoi. Exactement. En fait, ok, d'accord. Et en fait, c'est alors par exemple, je sais qu'à Rennes, ils ont développé un logiciel qui fait ça. En fait, moi j'ai fait ça sous le logiciel SAS, tout bêtement. J'ai organisé les informations, j'ai pris les informations dans les différentes tables qui étaient organisées dans ces fiches-là. Je sais qu'à Rennes, ils ont un outil que j'aurais bien aimé utiliser. Enfin, on avait été un peu en contact et puis après ça n'a pas pu se faire plus pour des raisons d'agenda, etc. Mais je sais que, enfin, je pense que c'est important en fait d'utiliser. Enfin, voilà, de revenir à l'échelon individuel parce qu'en fait, je pense que quand on est à l'échelle individuelle, je veux dire, avec anonymisé et voilà, de manière sécurisée, mais parce que en fait, quand on n'a pas d'idée je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des erreurs, soit de codage, des choses comme ça, et faut se rendre quand on a plusieurs critères de sélection. On ne sait pas forcément lequel est le plus important, lequel est le plus juste, ou au contraire, il peut y avoir plus d'erreurs. Et donc, je trouve que voilà, faut pas penser. Enfin, je suis pas sûre qu'il faille se dire, je prends ce critère-là et puis je suis sûre que tout est bon avec ce critère. Enfin, en tout cas, dans ma pathologie, je ne pense pas que c'est le cas. En tout cas, le critère diagnostic d'hospitalisation. Pour finir, une question de Marie pour compléter ta réponse. Qu'est-ce qu'il en est des examens biologiques de suivi? Est-ce qu'ils sont pris en compte pour établir les fiches? Alors ça aurait été génial. En fait, vu que les patients sont suivis par le dosage BCR-ABL, au début, on y avait pensé de pouvoir au moins de pouvoir voir les patients et puis se dire, je ne sais pas s'il y a 4-5 suivis, c'est probablement une LNC à coup sûr, sauf qu'il y avait un problème de tarification, c'est que c'était le dosage biologique BCR-ABL était en tout cas à cette époque-là pas remboursé, remboursé dans le cadre de la dotation globale des hôpitaux dans des centres spécialisés qui faisaient les dosages. Et donc malheureusement c'était pas possible. Mais je pense que, j'ai vu un avis de la HAS qui était favorable au remboursement du dosage en ville. Donc probablement à terme on pourrait utiliser le dosage.